Bonjour, merci pour cette invitation. Je vais rapidement présenter le pôle ressources, le cadre conceptuel que nous avons mis au point par rapport pour ce travail, la formalisation avec avec la préfecture, parce que ça n'allait pas de soi de mener ce travail, et je terminerai par une vignette clinique. Le pôle famille de l'association Ressources est un service d'accompagnement et de soins ouverts sur la cité, centré sur les problématiques relationnelles entre les parents et leurs enfants. L'équipe se compose de thérapeutes familiaux formés à la thérapie familiale psychanalytique et d'un psychologue. Le tout correspond à peu près à 2 temps plein et demi, répartis sur 4 ou 5 professionnels selon les périodes. Ce service s'intègre dans un ensemble associatif, l'association Ressources, donc, plus vaste, qui est lui-même dédié historiquement à la prise en charge des addictions dans une perspective curative et préventive. Cette problématique de l'addiction est donc une réalité proche pour l'équipe, mais elle n'organise pas exclusivement l'activité et la réflexion de l'équipe. Par ailleurs, le pôle a tissé depuis plusieurs années des partenariats étroits et riches avec les structures sociales, scolaires, sanitaires et associatives qui l'entourent, dans une dynamique d'insertion, de maillage associatif. L'association est située dans le nord du département de l'Essonne. Le pôle propose donc des accompagnements de court, moyen ou long terme, les modalités de prise en charge allant du soutien parental à l'entretien familial ou la thérapie familiale selon la démarche que les familles sont prêtes à investir. Donc c'est dans ce contexte que la préfecture de l'Essonne nous a sollicité en 2015 pour organiser l'accompagnement des familles dans le cadre de la prévention de la radicalisation. Il nous a fallu prendre compte de ces nouvelles problématiques sociales, religieuses et politiques, avec tous les enjeux liés aussi à la dimension policière, afin de l'articuler avec notre clinique, ce qui n'allait pas de soi initialement. Dans un premier temps, donc, il nous est apparu nécessaire de construire une conceptualisation de ces problématiques afin de proposer un cadre et une démarche étayée aux familles qui nous étaient adressées. Notre objectif est la famille et ses alliances dans son ensemble, qui sont mises à rude épreuve par le clivage qu'opère le jeune par rapport à la trajectoire historico-culturelle de la famille. Ce qui est donné à voir, ce sont des jeunes qui se coupent de leur famille pour adhérer à une entité qui est une idéologie sectaire, sans sembler percevoir les conséquences de ce qu'ils croient être un choix. Cette rupture s'organise le plus souvent silencieusement, discrètement, et cette discrétion qui est souvent présentée comme stratégique et organisée sciemment pour passer sous les radars, je dirais, elle permet aussi un évitement de la confrontation adolescente avec les parents. Nous décelons entre autres une problématique psychique singulière dans le processus du devenir adulte de l'adolescence, dans ce temps de tension entre l'héritage de l'enfance et l'accès au monde adulte. Selon nous, le point de rupture dans le devenir adulte est créé par des mésalliances. Nous savons que les adolescents en veulent à leurs parents, n'hésitent pas à les critiquer, parfois violemment, dans le but de s'en émanciper. Nous n'oublions pas non plus que dans le même temps, il y a un mouvement profondément intime de maintenir ses parents comme repères fondateurs des processus identitaires. C'est donc sur ce compromis psychique, possible ou pas, que la fracture dans les liens peut se produire. C'est sur cette fracture que viennent s'infiltrer les idéologies terrifiantes qui clivent le monde en bon d'un côté et mauvais de l'autre. Ce clivage dans sa dimension projective permet donc de préserver l'image des parents, fondateurs de l'identité, d'une part. D'autre part, et en opposition, l'altérité sociale que constitue la cité va cristalliser un rejet violent que les idéologies peuvent alors utiliser à leur profit en l'alimentant. Ainsi, la négociation entre un ou une jeune, avec ses potentialités, ses symptômes, sa structure, son histoire, et son environnement économique, social, culturel, négociation qui devrait déboucher sur un modus vivendi viable, souple, créatif, peut sembler actuellement impossible ou difficile pour le moins. On a longtemps pensé le sujet uniquement dans le sens d'une individualité, mais il nous semble important de souligner
que le sujet pour nous est une pluralité habitée des autres. Cette fracture parent-enfant doit faire l'objet d'un travail psychique pour remettre dans la vie des vécus relationnels traumatiques anciens et douloureux, pour les transformer et pour cicatriser les blessures de mémoire. En outre, la découverte de la radicalisation d'un des membres d'une famille provoque souvent un effet de sidération pour l'entourage, tant les représentations associées à cette réalité peuvent paraître dramatiques, ce que le collègue pointait à l'instant. La dimension du trauma est donc la double visage, ancien chez l'enfant, mais réactivé au sein de la famille par l'adolescent. Dans la majorité des situations, la dimension groupale nous semblait particulièrement bien indiquée dans la prise en charge, dans la mesure où on aide un adolescent à repenser sa quête d'un groupe à partir de son groupe originaire familial, duquel il va alors pouvoir s'émanciper. Ce travail de restauration rend alors inutile le processus clivant, permettant une reliaison affective au service de mouvements psychiques plus souples. Dans l'accompagnement de l'entourage uniquement, c'est-à-dire quand le jeune n'était pas présent, ce sont les mêmes objectifs que nous poursuivons indirectement à travers la remobilisation psychique que nous cherchons à favoriser au sein du groupe familial, la prise en charge permettant peu à peu de dépasser cette première sidération. Un peu à l'image de ce que pouvait dire Winnicott aux parents d'adolescents, il travaillait avec les parents pour travailler avec les adolescents indirectement. D'un point de vue formel, l'organisation proposée avec la cellule consistait en des orientations de la cellule vers le pôle. Ces familles avaient toutes sollicité la cellule par le biais du numéro vert et certaines d'entre elles nous étaient alors orientées en complément d'autres actions menées par la cellule. Par ailleurs, si certaines familles rencontrées au pôle exprimaient une problématique de radicalisation lors des entretiens, ce qui est arrivé à plusieurs reprises, le recours au numéro vert était alors proposé par l'équipe. Mais ce qui nous semblait important, c'est d'orienter les familles vers le numéro vert pour qu'elles prennent contact par ce biais-là avec la cellule. De notre point de vue, cette organisation permettait une prise en charge du réel de la situation par la cellule et limiter l'irruption de cette réalité dans le champ de l'élaboration thérapeutique. Parallèlement, nous avons organisé des rencontres avec les membres de la cellule assez régulières, toutes les 6-8 semaines, dans le but d'alimenter une réflexion commune autour de ces problématiques. L'objectif en étant de mieux nous articuler. Cette demande institutionnelle articulant étroitement clinique et contrôle social n'allait pas de soi pour nous et a engagé de notre part une réflexion importante quant au cadre. Notre expérience autour des problématiques d'addiction nous avait par exemple amené à travailler l'articulation entre loi symbolique et loi réelle. Notre pratique de réseau a souvent sollicité la dimension de la confidentialité lors des échanges avec les partenaires. Mais ces expériences n'avaient jamais été réalisées dans de telles conditions de proximité institutionnelle, ni surtout avec une telle pression sociale liée à cette nouvelle problématique. Il a été ainsi convenu que lors des rencontres avec la cellule, les seules informations transmises de notre part concernaient exclusivement la présence ou non des familles dans notre file active. Lors des échanges, évidemment, nous nous appuyions sur notre clinique avec les familles, mais en veillant scrupuleusement à préserver leur anonymat. Ça nous semblait absolument incontournable comme condition. Et ça a été accepté par la cellule et la préfecture. Ces précautions ont fait l'objet d'une contractualisation sous forme d'une charte entre la cellule et le service. Donc je termine avec une situation clinique. Il s'agit de Zoé, 14 ans, qui est venue accompagnée au pôle par son père, sur proposition de la cellule départementale. Zoé est la benjamine d'une fratrie de 4. C'est la seule fille de la famille. La famille est originaire d'Afrique occidentale. Elle est bien intégrée socialement. Le père est ingénieur en informatique. Au sein de la famille, la mère est la seule pratiquante. Et elle nous paraît assez vite vivre dans l'ombre de son époux, un peu écrasé par
par sa présence. Zoé est décrite comme une jeune fille brillante. Elle a même été diagnostiquée précoce. Elle est cependant isolée au sein de sa classe. À l'âge de 12 ans, elle a été hospitalisée suite à une première tentative de suicide. À 14 ans, donc peu avant son arrivée chez nous, elle a ressollicité d'elle-même ce service hospitalier qui l'avait accueilli, se sentant une envie de mourir. Donc, durant cette seconde hospitalisation, Zoé, qui avait accès à Internet, a pu commander un niqab par ce biais-là. Lorsque l'objet est arrivé au domicile, il était accompagné d'une invitation à prendre contact avec les frères de religion. Le piège se mettait en place, je dirais. Donc, c'est l'arrivée de ce niqab à la maison qui a alerté les parents, qui a provoqué la prise de contact avec la cellule et donc avec nous par voie de conséquence. À son arrivée au pôle, Zoé reste très réservée. Elle ne s'engage pratiquement pas dans les échanges. Les thérapeutes ont alors l'intuition de proposer un travail avec la mère et la fille, ce qui a été accepté. C'est-à-dire que le père qui avait initialement fait la démarche acceptait de laisser sa femme prendre une place dans ce travail-là. Zoé vient donc avec sa mère. Cette situation nouvelle va permettre une alliance possible entre la mère et la fille et favoriser une prise de parole. Zoé marmonne d'abord un « j'ai la haine ». Volontairement, je l'écrase. Donc sollicitée à préciser sa pensée, elle dit clairement « j'ai la haine ». De qui as-tu la haine ? De ma mère. Cet éclat a permis une libération. Zoé explique alors qu'elle subit de la part de ses frères une forme de harcèlement discret à travers des réflexions et des allusions qui toutes tendent à l'identifier comme une gourde, à la dévaloriser, avec possiblement une certaine jalousie de la part des frères, parce que, rappelons-le, Zoé était identifiée comme étant très brillante. Ce discours est cautionné pour une part par le père et indirectement par la mère, par son silence. C'est ce silence que Zoé reproche à sa mère. Par ailleurs, des agressions à caractère sexuel de la part du grand frère sont aussi évoquées, mais moins clairement. Zoé justifie alors le port du niqab comme, avant tout, un moyen de se cacher, de se protéger, de se mettre à l'abri. On peut peut-être aussi entendre dans ce symptôme vestimentaire un compromis entre ce besoin de protection assumé, une sollicitation indirecte à ses parents, qui pour le coup a été efficace, puisque c'est le niqab qui a amené les parents à consulter. Et enfin, l'assignation à un rôle socialement déterminé, celui de la sœur soumise aux exigences de ses frères, tel que l'image en est souvent véhiculée. Donc là, il y a vraiment la dimension du compromis symptomatique pour nous. Paradoxalement, le port du niqab a isolé encore plus Zoé au sein de sa classe. La référence religieuse socialement inscrite peut se penser ici comme une tentative pour quitter sa famille, mais sans pour autant permettre de s'inscrire dans la cité. Le travail familial mené a alors permis à la mère de reprendre une place sécurisante auprès de sa fille et de renouer une alliance viable. Aux dernières nouvelles, Zoé a abandonné le niqab. En conclusion, donc, nous pouvons dire que jusqu'ici, l'indication s'est posée de façon tout à fait pertinente et qu'on peut considérer l'outil que nous avons mis au point comme un réel réducteur de risque. Cependant, nous pensons nous situer pour ces situations en amont d'un parcours d'embrigadement qui, même s'il était engagé, ne l'était pas au point de mettre en échec le travail proposé. Il y a un peu pour nous l'hypothèse d'un point de non-retour possible qui rendrait notre outil peut-être inopérant. Mais en amont de ce point de non-retour, par contre, nous pensons avoir des choses à faire. Nous restons par conséquent prudents sur toute généralisation quant aux lectures de cette problématique. Ces premières approches mettent néanmoins en évidence l'existence d'un amont à la radicalisation. L'origine de l'inscription d'un adolescent dans un processus d'aliénation va au-delà, pour nous, d'une supposée sensibilité essentielle face aux mécanismes d'embrigadement,
mais elle se construit. L'histoire du sujet, ces liens familiaux constituent un matériel essentiel pour interroger un processus d'emprise et permettre une restauration du sujet dans sa dimension individuelle, articulée au sein d'un collectif. Je vous remercie.